Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons faire une petite vidéo simple, courte, sur quelques phénomènes supplémentaires en rapport avec le magnétisme. Alors d'abord, on peut faire des alliages qui combinent des métaux nobles, tels que l'or ou le platine, l'argent, avec des métaux magnétiques, tels que du fer ou du manganèse. Dans ce cas-là, on a des ions magnétiques qui sont éloignés les uns des autres, avec une interaction qui est relativement faible. Et de plus, étant donné la répartition plutôt aléatoire des différents ions dans l'alliage, les interactions à distance se font avec des distances très variables. Ce qui fait que les énergies d'échange sont parfois positives, parfois négatives. Et donc qui favorisent parfois plutôt une orientation ferromagnétique, parfois plutôt une orientation antiferromagnétique. Ce qui fait que, globalement, il n'y a pas d'ordre qui s'établit. Même à très très basse température, les ions sont orientés un peu dans tous les sens. Mais sous une certaine température très basse, température, sous une certaine température très basse, il se produit une transition où les ions ne changent plus d'orientation sous l'influence, par exemple, de l'agitation thermique, et où ils se fichent dans une orientation d'une structure plutôt aléatoire. On appelle cette structure un verre de spin. Par analogie avec le verre, qui est une substance amorphe, non cristalline, basée essentiellement sur une structure désordonnée. L'étude des verres de spin est assez complexe, car elle fait appel, bien sûr, aux techniques de physique statistique et autres que nous avons vues, mais aussi aux techniques utilisées comme dans les systèmes désordonnés, comme pour le sable, les avalanches, etc. Et c'est souvent très complexe. Ensuite, il y a les interactions entre noyaux. Entre noyaux, les noyaux des atomes, tout comme les électrons, ont un spin et un moment magnétique. Mais, contrairement au cas des électrons, il n'y a pas de couplage électrostatique entre les noyaux parce qu'ils sont entourés de leur nuage électronique, ce qui fait que cela forme un écran qui empêche une interaction électrostatique entre noyaux. Et donc via ce mécanisme, on n'a pas le mécanisme d'échange que nous avons vu, et donc pas le mécanisme habituel qui conduit à des ordres à grande distance. Il y a toutefois d'autres interactions qui peuvent conduire à des ordres à très basse température. C'est l'interaction dipolaire, puisque les noyaux se comportent comme des petits aimants, donc il y a une interaction dipolaire entre aimants, et également une interaction qui peut se produire par l'intermédiaire des électrons situés autour du noyau. Un cas un peu exceptionnel est l'hélium-3, où il existe effectivement des interactions d'échange, parce que les noyaux sont petits et peuvent être très proches. À ce moment-là, il peut y avoir des interactions d'échange à 3 ou 4 noyaux, donnant des interactions assez complexes. Pour les éléments légers, comme le fluorure de lithium ou le fluorure de calcium, la seule interaction qui existe est l'interaction dipolaire. On la maîtrise bien au niveau calcul, donc ça donne des calculs précis qui sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux. Notons que les moments nucléaires sont 2000 fois plus petits que les moments magnétiques des électrons. Ceci est dû au fait que la masse des protons-neutrons est très élevée. Et donc, cela conduit à d'éventuelles transitions, mais à des températures qui sont 1 million à 10 millions de fois plus faibles. On se situe là dans le domaine du micro-Kelvin, du millionième de Kelvin. La seule manière d'atteindre des températures comme celle-là avec des substances solides, c'est la désaimantation adiabatique nucléaire, que nous avons vu. Et encore, le réseau électronique, le réseau cristallin, lui, atteint des températures de l'ordre de 10 millikelvin. Donc, le noyau risque, par interaction, à se réchauffer et maintient sa température dans les microkelvins que pendant un temps court,
qui dure de quelques minutes pour les métaux à quelques heures pour les isolants, puisque là, il n'y a pas d'électrons de conduction qui permettraient de transporter la chaleur. Et donc, cette durée, même relativement courte, surtout pour les métaux, permet quand même l'étude de l'ordre magnétique nucléaire. Alors, les techniques qui sont utilisées, c'est une technique dont nous avons déjà parlé, qui est la diffusion par neutrons. Donc on envoie des flux de neutrons, on vérifie, on regarde la diffraction, le réseau de diffraction, et on observe en plus de la diffraction due à la présence des noyaux, de la structure cristalline, on observe des pics qui sont dus aux interactions magnétiques entre le neutron et les moments magnétiques des noyaux. On peut aussi utiliser la méthode de résonance magnétique nucléaire, qui fonctionne plutôt bien aussi. C'est analogue à passer un IRM pour une consultation médicale. Alors, l'expérience, donc à part pour les noyaux les plus légers, en général, il est très difficile de calculer les effets. On peut quand même en faire en partie, et l'expérience montre que, donc grâce à ces techniques, à très basse température, dans les microkelvins, on observe une structure des noyaux qui est de type ferromagnétique ou antiferromagnétique. Et on observe que l'antiferromagnétique est le cas le plus fréquent. Pour prendre un exemple, la fluorine, qui est du fluorure de calcium, le calcium a un spin nucléaire nul, et le fluor, pour l'isotopes les plus fréquents, l'isotopes 19, a un spin 1,5. Les fluors se mettent sous forme d'un réseau cubique, je parle ici du spin du noyau, bien sûr, ils se mettent sous forme d'un réseau cubique, et on peut utiliser les méthodes de calcul analogues à ce que nous avons vu. On procède exactement comme pour les électrons, et on détermine que le champ magnétique qui est utilisé pour la désaimantation, s'il est orienté selon une arête du cube, ou selon une diagonale de la face, d'une face, on obtient une phase antiferromagnétique. Plus exactement, on obtient deux types différents de phases antiferromagnétiques. Et si le champ est orienté selon une diagonale du cube, alors on obtient une phase ferromagnétique. Et effectivement, quand on vérifie par l'expérience, c'est correct, et donc les calculs marchent pas trop mal. Je ne connais pas l'application de l'ordre magnétique nucléaire, ce qui est un peu logique puisque on parle là de microkelvin, ce qui est évidemment pas courant, et en plus les effets magnétiques dus aux électrons masquent en général totalement les effets qui pourraient être dus au noyau. Voilà. On va arrêter là. On termine avec le magnétisme, du moins le magnétisme des substances, les substances magnétiques. Nous allons passer maintenant, dans la prochaine vidéo, à toute autre chose. Nous allons passer à la supraconductivité. Je vous remercie.